Bonjour, bonjour, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, vous le savez, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte et initiative, qu'elle soit sur le plan local ou national. C'est avec Alix Nguyen. Salut Alix. Bonjour Patrice. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission, de ce nouveau mag gros plan aujourd'hui sur Numéricud, association varoise qui met un point d'honneur à remettre en état de vieux ordinateurs avec les élèves pour les redistribuer à ceux qui en ont besoin. L'initiative qui connaît un franc succès, on en a déjà parlé l'année dernière, mais vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses. On en parle dans un instant. Quel accès au numérique, comment surtout réduire cette fracture, mission combien délicate mais importante. Quels sont les leviers, les solutions pour favoriser l'égalité des chances, éléments de réponse dans un instant. Et puis coup de projecteur dans ce mag sur la toute première école dédiée au recyclage. Alix sort sa loupe. En fin d'émission, c'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Jean-Pierre Collin. Bonjour, monsieur le vice-président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vice-président, enchanté de la région Sud, en charge des finances, c'est important. Et des partenariats de coopération, c'est important aussi également. Dans cette émission, François Bonny. Bonjour François. On est très heureux de vous retrouver. On vous avait vu l'année dernière, effectivement, professeur de sciences physiques, référent numérique au collège Jean Lherminier à la Seine-sur-Mer. Et donc le représident, je peux le dire, le représident de l'association Numéricud, association qui a beaucoup de travail. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est Numéricud ? Alors, donc, Numéricud, c'est une association qui s'occupe de lutter contre la fracture numérique. Donc, l'idée de base, c'était de récupérer les ordinateurs des établissements scolaires, des collèges, lycées. Et ces ordinateurs, qui étaient renouvelés à peu près tous les 5-6 ans, eh bien, on a décidé de les récupérer. Des profs et des élèves, désormais, les remettent en état, les basculent sous Linux, avec tous les logiciels pédagogiques nécessaires à la réussite de la scolarité d'un élève. Et une fois que ces ordinateurs sont remis en état, dans 37 ateliers aujourd'hui, au travers de l'Académie de Nice, eh bien, on les donne gratuitement aux élèves qui en sont dépourvus pour réduire cette fameuse fracture numérique. Jean-Pierre Collin, l'égalité des chances. Jean-Pierre Collin, est-ce que vous avez été surpris par cette initiative ? Alors, on a surtout été surpris par le succès, oui, mais très surpris par la fracture numérique elle-même. Lorsque, effectivement, on nous a appris que 16% des lycéens étaient touchés par cette fracture numérique, autant vous dire que ce n'est pas le chiffre qu'on imaginait du tout. Donc, cette initiative de François Bonny et de son association, on va dire, est vraiment tombée à pic et nous l'avons aidé et nous continuerons à l'aider dans les années à venir, car nous savons que c'est une vraie priorité. Vous l'aidez comment, cette initiative ? Alors, financièrement, bien entendu, et puis en faisant aussi la promotion, parce que c'est un travail d'équipe, c'est pas simplement un travail de la région, c'est d'abord un travail, et je voulais la remercier, de la rectrice de l'Académie de Nice, sans laquelle rien ne serait possible, puisque notre ami François Bonny est mis à disposition à mi-temps par le rectorat dans cette association, et qu'il est la vraie cheville ouvrière de cette affaire. Nous-mêmes, nous avons le sentiment depuis longtemps que la fracture numérique est quelque chose d'important, puisque nous délivrons, sous la présidence du président Muselier, des tablettes numériques à tous les lycéens depuis 2017. Oui. Mais là, on parle d'autre chose. Ouais. On parle d'ordinateurs. Et non seulement ne remplace pas les ordinateurs. Pas du tout. Ouais. Et non seulement l'ordinateur a son importance pour les lycéens, mais aussi pour les familles des lycéens. Comment est né concrètement François Bonny Numéricud ? Parce que c'est vrai que l'idée est toute simple, mais encore fallait-il y penser. Mais ce qui est quand même incroyable quand on regarde à droite, à gauche, et même sur le plan international, c'est que j'ai quand même le sentiment que c'est une initiative qui est inédite. Oui, alors en fait, je suis pas le seul dans cette histoire-là. C'est un collègue, monsieur Livache du collège à côté du mien, qui a commencé à remettre en état ses ordinateurs sous Linux. Donc je suis allé le voir, il m'a montré, il m'a appris. Et lui n'avait pas cette volonté de développer les choses, donc on a commencé avec nos 2 collèges à faire ça. Et puis ça marchait tellement bien au moment du confinement, quand cette fracture numérique nous a sauté aux yeux. Et je me suis dit, c'est pas possible, on le fait nous dans nos collèges, ça marche bien, et les collèges et lycées d'à côté, on peut pas laisser ces ordinateurs être détruits. Et donc, l'idée d'aller créer cette association, j'ai rencontré des responsables de la région Sud, et c'est eux qui m'ont dit, il faut créer une association pour ça. Alors, je suis allé sur Internet, comment on crée une association ? Voilà, ça n'a pas été simple au début. Et puis, je me suis lancé parce que, avec le soutien de la région, de différents partenaires, du rectorat, des départements, ça a pris. Et maintenant, on arrive à des résultats forts. On va parler du millième ordi. Du millième ordi, justement. Encore une fois, je vous ai dit, allez, je crois que l'émission, c'était avec Irina, c'était en fin novembre ou décembre dernier. Ouais. Et là, effectivement, on est déjà arrivé au millième ordinateur, donc recyclé. On est même à 1113. 1113. Est-ce que les résultats dépassent au final vos attentes ? Non.
parce que finalement, je faisais ça dans mon établissement depuis déjà 2 ans. Donc, en étant prof, on sait à peu près comment ça marche, quelle est la capacité des élèves, voilà, à travailler dans ces ateliers numériques. On a 370 élèves aujourd'hui qui travaillent dans ces ateliers. Voilà, là, on voit lors de l'adoration du millième ordi avec Madame la rectrice et Monsieur Collin qui sont là, et ont des élèves qui présentaient leur travail, comment ils font pour recycler ces ordinateurs. Ça, c'est des élèves du collège Marcel Rivière de hier. Et donc, j'avais pas de doute là-dessus. Voilà, les doutes, ils sont plus sur comment convaincre les gens, comment convaincre les collectivités, les administrations, convaincre les chefs d'établissement. Mais sur le terrain, j'avais pas de doute. Et effectivement, ben là, ça marche et les chiffres ne font qu'augmenter. On a 37 ateliers, ça augmente encore, les capacités augmentent. Voilà, on va faire 1500 ordinateurs supplémentaires d'ici le mois de juin. Donc, on obtient des chiffres qui, comme vous le dites, sont un petit peu inédits. Alix. Oui, François Bonny, ils viennent d'où ces ordinateurs exactement ? Alors, pour la plupart, c'est les ordinateurs des collèges-lycées qui sont remplacés, renouvelés. Voilà, chaque année, un lycée, il remplace par exemple une centaine d'ordis. C'est l'obsolescence programmée. Ils sont sous Windows, donc ils ne marchent plus. Et nous, en les basculant sous Linux, eh bien, on leur donne une seconde vie. Alors, sachant qu'on a aussi beaucoup d'entreprises privées qui nous contactent grâce à la médiatisation du projet. Et en fait, on a une vraie solution pour les entreprises privées qui veulent se débarrasser d'une dizaine d'ordinateurs, par exemple. Eh bien, ils vont nous les donner, voilà, plutôt qu'ils soient détruits. Par contre, on doit récupérer des écrans un peu partout parce qu'on ne change que les tours. Donc, un des défis de l'association, c'est de récupérer des centaines, voire des milliers d'écrans un peu partout au travers de la France, de différents partenariats. Et ça, c'est un des défis du projet. Voilà, là, on a vu une image juste avant où on avait donné 100 ordinateurs d'un coup au lycée Langevin de la Seine-sur-Mer avec M. Collin. Donc, ça faisait un gros chiffre, 100 ordis d'un coup. On a rempli toute une salle de permanence d'ordinateurs. Qu'est-ce qu'on ressent justement quand on donne tous ces ordinateurs ? Est-ce qu'il y a des sourires sur les visages des élèves, des professeurs même ? Pour nous, c'est un projet qui coche toutes les cases. D'abord, la case de la fracture numérique, la case du ressourcing du matériel dont parlait François, qui est amorti très souvent, que ce soit dans les administrations ou dans les entreprises privées. Le matériel amorti, au bout de 5-6 ans, on le change, et pourtant, il n'est pas obsolète. Donc, ça vaut le coup de le récupérer. Et puis, cette formation dont on parle, avec effectivement des gens qui apprennent aussi une sorte de nouveau métier, et des familles qui ont la banane, on va dire ça comme ça. C'est très agréable. Et on sent bien que de la part de François et de son équipe, il y a une véritable œuvre d'abord de bienveillance et puis de nécessité. Donc c'est très agréable. Franchement, ce sont de bons moments. Moi, j'y vais le plus souvent possible parce que c'est un moment de joie partagée. J'imagine, j'entendais certains de vos élèves, quand on a fait l'émission effectivement il y a un petit peu moins d'1 an, qui disaient, pour certains, qu'ils devaient faire 1 heure, peut-être même 2 heures de voiture pour avoir accès à un ordinateur, et c'est vrai que ça paraît en 2023 incroyable. Alors, c'est un travail d'équipe, parce que François parlait tout à l'heure des proviseurs qui nous reçoivent, mais il y a aussi tout le rôle des professeurs, parce que c'est eux qui, à un moment, arrivent à déceler l'enfant qui est en fracture numérique. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire ça du tout. Donc, notre rôle est modeste. Il est important, merci François de le souligner à chaque fois, mais il est quand même modeste et nous accompagnons. Et ce que nous pouvons faire, par contre, c'est nous engager sur plusieurs années, là, en tout cas, tout le long de notre mandat qui finit en 2028, pour pérenniser cette affaire et donner à François et à ses équipes de la lisibilité, voilà, financière. Et à ces jeunes équipes, effectivement, ils se sont rapidement pris au jeu, les enfants. François ? Oui, c'est ce que je dis tout de suite, ils deviennent très vite meilleurs que nous. Voilà, parce qu'ils vont regarder des tutos, moi, comment on change un haut-parleur. C'est incroyable. Ils regardent des tutos toute la nuit, quoi. Bon, alors, comment je change ce ventilateur, là ? C'est vrai ? Voilà. Ils apprennent plus vite que nous, voilà, c'est ça. Les gens, alors, on a de tout. On a des petits 6e qui rentrent et qui, voilà, sont un peu bricoleurs. À une époque, on bricolait des scooters. Maintenant, on bricole des ordinateurs. Et on a jusqu'à des terminales qui sont là. Donc, les protocoles sont assez simples. Mais moi, j'aime bien aussi les challenger en leur donnant des ordinateurs d'autres marques, justement, d'entreprises privées. Voilà, le but, c'est vraiment qu'ils acquièrent des compétences numérique, comme le disait M. Collin, c'est vraiment un volet important du projet. Et ils vont du coup devenir un petit peu des informaticiens en herbe, mais avec ce volet développement durable, recyclage, ils vont se poser des questions quand ils vont voir quand même ce matériel-là qui était destiné à la casse et qui est remis en état. Je dirais que ça sera des informaticiens vertueux, peut-être, quelque part. Alix. François Bonny, c'est quoi les étapes pour reconfigurer et rendre un ordinateur utilisable par un élève ?
Alors, c'est bien plus rapide que vous pouvez l'imaginer. On a en fait des postes dans les ateliers. Donc, on va avoir un poste nettoyage, évidemment. On va avoir du changement de pièces hardware. On va effectivement changer peut-être un disque dur ou s'il manque, une barrette de RAM. Ça, c'est relativement rapide, un nettoyage de la poussière. La reconstruction sous Linux, se fait avec des clés de reconstruction que je fournis. En 10 minutes, c'est reconstruit. Alors, il faut aussi rentrer dans le BIOS ça, c'est un petit peu technique, pour autoriser, en gros, sur ces clés à pouvoir réécrire le disque, ça se fait pas comme ça, c'est protégé dans les lycées, donc on a une petite manipulation, et ensuite on va tout simplement finir le nettoyage, tester, alors ça c'est un petit peu plus long, les écrans, tester les claviers, les souris, c'est de la seconde vie, tout remettre en état, éventuellement changer des touches sur les claviers, et ensuite on prépare ça dans une zone de stockage en attendant le don, voilà. Et après on va coller les étiquettes, on a un traçage par QR code, pour suivre le projet en temps réel. Donc, chaque professeur qui donne l'ordinateur va avoir sur son portable une application spéciale numérique pour pouvoir scanner ce QR code qui va rentrer directement dans une base de données. C'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui, on a 1113. Voilà. Ça sera plus. Jean-Pierre Collin, dans quelle mesure cette initiative et bien sûr cette fracture numérique que vous avez pris de plein fouet, comme toute la France, bien sûr, pendant cette crise du Covid, et en plus on dit qu'il va peut-être revenir, effectivement, dans quelle mesure cette initiative Numéricud a changé votre vision du numérique et de son apport ? Alors, vous le savez, une des compétences régionales de toutes les régions de France, c'est effectivement le sujet des lycées. Donc, nous y travaillons avec l'éducation nationale, nous travaillons dans les lycées, nous nous occupons des travaux dans les lycées, et puis après, il y a un partenariat qui se met en place, parce qu'il y a des sujets qui sont en commun, et là, typiquement, on est sur un sujet en commun avec l'éducation nationale. Donc, encore une fois, nous avons été sensibilisés par les membres de l'éducation nationale, et à partir de là, nous nous sommes mis en ordre de bataille, je dirais, pour aider cette association. Donc voilà, en fait, très clairement, notre travail est un travail de suiveur, parce que nous ne sommes pas là pour expliquer à des gens bien plus calés que nous sur la fracture numérique comment il faut faire. Mais par contre, dès qu'il y a une initiative privée et qu'on sent solide et qui progresse, parce que François le disait tout à l'heure, on a passé le 1000e, mais je peux vous dire que ça va être assez exponentiel, parce que vu le travail qui est en train de se mettre en place, vu les ateliers, parce que c'est quand même formidable cette histoire d'ateliers faits par les élèves eux-mêmes. François a raison de dire qu'ils sont beaucoup plus qu'avec nous, en tout cas que moi, ça c'est sûr et certain. J'ai appris ce qu'était Linux, par exemple, vous voyez, donc il faut parce qu'on a tous été biberonnés à Windows. Exactement. Donc la réalité, c'est que on se rend compte là de toute l'importance de cette affaire et que l'on va continuer sur plusieurs années. Oui, on a pris ça un peu de plein fouet dans la figure, mais enfin, on se met en place aussi et on sait s'organiser à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une appétence, effectivement, de la part de tous ces jeunes, désormais pour l'informatique, plus globalement pour le numérique, François? Est-ce que le programme aussi, de leur côté, est-ce qu'ils ont développé d'autres compétences? Comment ça se passe? Oui, il y a des ateliers où les élèves ont fait carrément des petits programmes pour développer qu'est-ce qu'ils ont fait sur chaque ordi, par exemple, des to-do list de chaque ordi. Donc, ils font des trucs formidables. Alors après, tous ne travailleront pas dans l'informatique, voilà, il ne faut pas se le dire. Mais voilà, certains, j'en suis convaincu, vont poursuivre. Et j'ai déjà maintenant des élèves qui basculent de collège en lycée. Et dans des lycées où il y a des ateliers, ils vont voir les profs, ils disent « Ah, je veux absolument être dans l'atelier Numéricud du lycée dans lequel je viens d'arriver. » Donc ça, c'est rigolo, il y a une suite qui se fait. Et oui, je pense que ça impacte quand même certains, vraiment. Voilà. Alex. Et si je peux me permettre, c'était très intéressant de voir les élèves expliquer à la rectrice quelles étaient leurs missions, avec des gamins qui parfois venaient de collège, d'autres de lycée. Mais en tout cas, voilà, ils prenaient ça, vraiment, ils avaient non seulement une importance, et ils sentaient qu'ils faisaient, encore une fois, œuvre de bienfaisance pour tout le monde. Voilà, ils participent à un projet, et je trouve qu'il y a une grosse émulation autour du projet de François. Je trouve ça formidable. Plus largement, vous pensez que ça les sensibilise à une consommation plus responsable? Alors, ça, c'est sûr. Alors, en plus de ça, pour tout vous dire, étant en responsabilité du budget de la région, qui est un budget que le président a voulu 100% climat positif. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que l'on fait aujourd'hui dans nos attributions financières ont une capacité environnementale importante et même totale. Donc c'est un choix que d'autres régions ont fait aussi, en Europe en particulier. Mais aujourd'hui, donc ce projet, il va typiquement dans l'économie ressourcée, dans l'économie circulaire, qui nous parvient parfaitement et qui nous convient parfaitement. Et je pense que les enfants, qui sont évidemment tous beaucoup plus sensibilisés que ma génération en particulier, le prennent, eux, quasiment naturellement.
Voilà, ça paraît naturel pour eux. Donc je sais qu'ils sont plus sensibilisés que nous, c'est une évidence. Si vous leur demandez demain s'il faut mieux conduire avec une voiture électrique qu'une voiture diesel, là, à 100%, la réponse, vous la connaissez. Bon, ma génération, c'est pas sûr. Donc voilà, donc on les accompagne à ce moment-là, mais ils sont le moteur, en fait, de cette affaire. François Bonnier, est-ce que vous avez reçu quelques coups de fil de la part d'autres professeurs, comme vous en sciences physiques, ou des profs de techno, que ce soit en France ou ailleurs, d'ailleurs? Alors, oui, c'est marrant parce que le projet a été présenté dans différents salons. À Prague aussi, c'était pour Science on Stage, c'est des projets innovants qui étaient présentés. Et donc oui, j'ai eu pas mal de contacts. Et d'ailleurs, ça me facilite la vie parce qu'au lieu que ce soit moi qui fasse les démarches pour aller trouver des établissements pour faire de nos ateliers, je suis de plus en plus contacté par les chefs d'établissement, les professeurs, ce qui vraiment facilite la mise en place des ateliers. Après, pour l'étranger, j'ai fait des protocoles aussi en anglais pour que le projet puisse être repris par des collègues. Bon, après, c'est complexe, parce que le faire un petit peu dans un collège, oui, c'est faisable, mais l'étendre comme on est en train de le faire là, ça nécessite, voilà, comme la présence de M. Collin, par exemple, voilà, que les collectivités suivent, qu'il faut convaincre son administration. Voilà, c'est tout un travail, et voilà, vous avez dit qu'il s'est passé beaucoup de choses en un an, et je peux vous garantir qu'il s'est passé beaucoup de choses en un an. Oui, et j'ai quand même le sentiment qu'il va se passer beaucoup de choses cette année. On va se revoir dans un an. On se revoit dans un an. On va se revoir dans un an. Mais on prend rendez-vous tout de suite. Non, mais il y avait aussi, si je peux permettre là aussi, il y avait des habitudes qui étaient prises, et on le comprend, une administration ou même des entreprises privées avaient l'habitude de recycler ou de ne pas recycler leur matériel. Donc à un moment, vous changez ces habitudes, c'est pas très simple. Vous savez, les gens aiment bien être dans leurs habitudes. Donc tout d'un coup, tu as un process que tu fais depuis des années. Oui, et puis tout à fait respectable. C'est-à-dire qu'on démonte des ordinateurs, ils sont recyclés d'une manière différente. Tout ça est tout à fait louable. Là, tout d'un coup, vous demandez à des administrations et à des collectivités locales de changer leur process. Bon, eh bien, ça se fait pas si facilement que ça. Et c'est aussi pour ça que je souhaite être aux côtés de François Bonny pour bien montrer la volonté politique de cette affaire. La loupe d'Alix Nguyen. Et dans cette loupe, Alix, tu nous parles d'une école unique en France. Et oui, l'École nationale du recyclage et de la ressource, ou EN2R. Il s'agit de la première école à former directement au métier du recyclage. Elle a accueilli ses premiers étudiants en avril 2023, mais le lancement officiel se fera d'ici la fin de l'année. Et elle se situe plus exactement sur le campus de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, un campus qui fait un peu plus de 7 hectares. L'école est née après plus de 3 ans de réflexion et 1 an et demi de travaux. Les étudiants viennent d'horizons différents. Bon nombre d'entre eux sont à la recherche d'un emploi. La formation est ouverte à toutes et à tous de 18 à 60 ans. Et on trouvera quoi dans cette formation ? Eh bien, elle est divisée en 2 temps. D'abord, 2 mois de formation théorique. Ici, ils apprennent les fondamentaux du recyclage. Avec cette première formation, ils pourront notamment prétendre au poste d'agent technique de réception et de valorisation des déchets. S'ensuit une seconde formation pratique cette fois, et c'est à ce moment qu'ils se spécialisent et se forment à un métier du recyclage. La formation prend fin avec un stage au sein d'une entreprise. C'est quoi les métiers du recyclage ? Eh bien, ils pourront apprendre à recycler les batteries, utiliser des machines pour faciliter le tri, transformer les métaux. C'est eux qui choisiront leur parcours. Et sachez que d'ici 2030, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage estime qu'il y aura 16 000 emplois à pourvoir. Le N2R a d'ailleurs l'intention de s'exporter dans d'autres régions en France. François Bonny, vous êtes parti pour monter une école du recyclage des ordinateurs ? Bon, pas encore, mais alors, je n'ai pas le temps. C'est rigolo que vous parliez de ça, c'est que je viens de signer un partenariat avec le lycée Claret de Toulon pour prendre un premier stagiaire. Donc cet élève-là, il est en mention complémentaire post-bac en SNO, voilà. Et du coup, je remercie vraiment le lycée Claret et notamment aussi le chef des travaux, Monsieur Mistral Michael. Voilà. Donc ça, c'est le moment de la signature, parce que cet élève-là, Darius, voilà, maintenant va travailler avec nous chez Numérisud en stage pendant toute une année, 2 jours par semaine. Et je ne vous cache pas que ça va être une vraie aide et ça ouvre de nouvelles perspectives aussi pour le projet, de pouvoir prendre des étudiants comme ça, les former, il va aller dans les établissements, il va avoir tous les côtés du projet, il va faire des tutos aussi pour les autres établissements, donc il a beaucoup de choses, il s'occupe aussi de l'internet, site web, etc., plein de choses où j'ai pas trop le temps et c'est vraiment super, ça va être une aide et je pense que lui il est très enthousiaste et ça s'est fait, ça a commencé il y a juste quelques jours.
C'est tout. On va créer des jalousies, François, ça c'est sûr, parce qu'on a plus de 180 lycées à équiper donc, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ouais. Donc effectivement, c'est bien que vous puissiez effectivement développer et équiper en RH l'association Numérisud. Je ne sais pas si vous souhaitiez répondre, c'est pour ça. François Bonny, vous parliez de perspectives. Quelle perspective justement pour Numérisud à court et moyen terme? Numérifrance? Non, je plaisante pas. Le mot est lâché. En fait, je ne sais pas s'il est déposé, mais... Non, alors moi, je suis professeur dans l'Académie de Nice et je reste donc déchargé par le rectorat, donc je suis pleinement impliqué dans l'Académie de Nice. Par contre, tout ce que j'ai fait depuis le début, c'était faire un modèle, un concept, les tutos, les clés de reconstruction qui puissent être facilement déployables. Parce qu'on l'a déployé d'un collège à plusieurs lycées. Donc, oui, après, c'est de l'humain, c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres ressources humaines, d'autres moyens, d'autres professeurs, d'autres personnels qui pourraient s'engager dans le projet. Bon, des idées, j'en ai, mais finalement, on a dans toutes les académies, toutes les régions, des ordis qui sont renouvelés. Donc, pourquoi pas le développer? On essaie déjà de bien pérenniser les choses ici. Je ne veux pas griller les étapes et moi, je vais rester pour l'instant pleinement impliqué en Académie, c'est vraiment mon objectif. Et puis la suite... ça sera d'autres personnes peut-être qui vont voir, mais moi je suis prêt à aider ce déploiement-là. C'est une association, il y a d'autres personnes qui peuvent venir. On va y réfléchir. L'appel est lancé et en cela, monsieur le vice-président, la région peut aider? Oui, la région Elle le fait déjà, j'imagine. Bien entendu. La région peut aider, en particulier dans l'Académie de Marseille, puisque la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est l'Académie de Nice, mais c'est aussi l'Académie de Marseille. Donc effectivement, nous prenons bien en compte la proposition de François de pouvoir dupliquer le travail qu'il a mis en place dans l'Académie de Nice, avec effectivement d'autres personnels, pour pouvoir l'appliquer également dans la deuxième académie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La deuxième académie de la région, effectivement, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette semaine, on fait également une émission sur Marseille avec, là aussi on le sait, il y a ce plan Marseille, bien évidemment, qui est d'envergure. Et on sait, c'est pas un secret, que la fracture numérique, là aussi, est assez importante. Et on se dit assez naturellement qu'effectivement, cette initiative, elle serait parfaite pour répondre aux problématiques de la ville. Oui, on le croit, mais là aussi, il ne faut pas brûler les étapes. Tout d'abord, ça sera un rendez-vous avec le recteur de Marseille, pour voir avec lui, comme nous l'avons fait avec l'Académie de Nice. Là, quand je dis il ne faut pas brûler les étapes, c'est qu'on ménage aussi, il y a quelques susceptibilités, quelques habitudes dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, tout ça, ça se fait step by step. Quelle formation pour les professeurs? Comment sont-ils accompagnés dans votre région sur la question du numérique, justement? Alors, là il s'agit de l'éducation nationale. Nous-mêmes, à la région, nous travaillons sur les bâtiments, sur le bâti, bien sûr. Voilà, sur le bâti, et puis sur la vingtaine de personnes qui sont des employés de la région et qui travaillent au fonctionnement du lycée. Mais par contre, pour tout ce qui est sujet éducatif, là, c'est sous la coupe de l'éducation nationale, monsieur le vice-président, mais concrètement, il y a un suivi. Vous n'avez pas votre mot à dire? On travaille en très bonne intelligence avec le recteur, la rectrice en particulier, mais c'est elle qui décide. François Bonny, quel est votre sentiment justement sur la formation aujourd'hui des enseignants concernant les questions du numérique? Dans les établissements, on a beaucoup de choses qui sont mises en place. On a le fameux PIX dont vous avez forcément entendu parler dans cette émission. Donc il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place sur le numérique. Donc tout ça va dans le bon sens. Mais on a aussi cette contrainte que plus on utilise le numérique dans les établissements, plus les élèves ont besoin d'un ordinateur à la maison. Donc c'est un petit peu le revers de la médaille. On a du mal à s'en passer. C'était un petit peu le constat qu'on a fait. Mais oui, moi ça fait longtemps que je suis en éducation nationale et j'ai vu vraiment une évolution forte des cours en ligne, etc. Et tout ça, c'est quand même positif et ça améliore beaucoup de choses au niveau de la pédagogie. Vous avez le sentiment que vos collègues professeurs demandent de plus en plus de choses avec l'outil numérique aux élèves? Oui, par exemple, moi je prends toujours des exemples vraiment tout simples. Le rapport de stage de 3e, on demande aux élèves de le taper sur un ordinateur. Bien voilà, il faut taper ce rapport de stage, sinon il y a des élèves qui le rendent sur papier, donc on n'a pas mis les photos dedans. Par exemple, vous avez aussi l'oral du brevet. Donc l'oral du brevet, un élève vient, il a un diaporama. Essayer de faire un diaporama avec un téléphone portable, ça risque d'être très compliqué. Donc oui, on a de plus en plus de travaux qui sont demandés, de présentations, et voilà, il faut accompagner ce mouvement du mieux qu'on peut. C'est peut-être ça qu'on a mis on a
mis peut-être un certain temps à percuter, et je mets tout le monde dans le même sac, effectivement, c'est qu'un smartphone ou encore une tablette, ça ne remplace pas l'ordinateur au final, c'est ça, Jean-Pierre Collin? Tout à fait, tout à fait. Non seulement ça ne le remplace pas, mais ça ne permet pas au reste de la famille, et j'y reviens, de partager cette compétence qui est aujourd'hui obligatoire. Voilà. Et donc, j'y reviens aussi, quand vous voyez les familles, puisque les familles accompagnent les lycéens qui viennent récupérer leur ordinateur, vous sentez bien que c'est un tout, ça s'appelle la famille, et c'est pour nous ultra important. Est-ce qu'on parle de l'intelligence artificielle? Quelle est l'atmosphère pendant ces ateliers, François Bonny? Est-ce qu'il a des différents sujets qui sont abordés pendant que l'on restaure tous ces ordinateurs? Est-ce que l'intelligence artificielle, ça fait partie des discussions du moment? Alors, j'ai le droit de vous dire qu'on met de la musique pendant qu'on fait les ateliers. Ah oui, c'est pas carrément. Non, oui, c'est très détendu ces ateliers parce que voilà, on est avec des élèves avec qui on partage des bons moments. Souvent, c'est des élèves volontaires qui veulent donner de leur temps. On a des élèves des éco-délégués, du CVC, mais pas que. Voilà. Donc ça se fait vraiment dans une très bonne ambiance. Voilà, il y a des moments où par exemple, un atelier à Lassine, je pense, à Vence, où ils viennent c'est une professeure documentaliste, et ils viennent dès qu'ils ont tout. Donc, des fois même, ils finissent à 3h de l'après-midi, ils vont rester jusqu'à 5h à l'atelier, toutes les récrés, enfin voilà. Alors après, non, l'intelligence artificielle, bon, ils en parlent un petit peu entre eux, on a pas tout à fait les mêmes perceptions, oui, on attend... Ils sont un peu à fond là-dedans, ChatGPT, etc. Mais bon, j'avoue que pendant les ateliers, on travaille quand même beaucoup et on se concentre quand même aussi sur ce qu'il y a à faire, mais dans une bonne ambiance la plupart du temps. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il y a de plus délicat quand on souhaite créer, et si vous devez donner des conseils peut-être à ceux qui souhaitent suivre votre voie, quand on souhaite créer un projet d'économie circulaire? Mais disons comme le disait M. Collin, il ne faut pas croire que c'est simple. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une bonne idée que forcément on va se dire tiens, changer les habitudes, ça va être simple. Et effectivement, changer les habitudes, c'est difficile. On peut souvent trouver plus d'arguments pour dire non que pour dire oui. Donc il faut être convaincant, il faut avoir des premiers résultats sur le terrain, voilà, comme nous on avait fait dans notre collège au tout départ, qui sont un point de départ, ça va permettre de faire nos preuves. Mais on a besoin de la confiance parce que quand on part de zéro, on n'a pas beaucoup d'arguments au départ. Et c'est pour ça que des rencontres qu'on a fait avec M. Collin, c'est important, parce que c'est facile de se mettre sur le projet une fois qu'on a donné 1000 ordi. Mais s'y mettre au tout début, quand on a donné 10, 20, 30, là, il faut y croire. Donc il faut un peu de force de persuasion. Et puis il faut rencontrer les bonnes personnes. Il ne faut pas se décourager, parce que des fois, on est surpris par les réponses qu'on a face à soi. Et puis il faut s'accrocher, ça finit par marcher. Mais ça sera de plus en plus facile. Il faut être convaincant, il faut faire de la politique. Oui, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là aussi, le plus facile dans une collectivité locale, c'est de dire je vais monter un service d'économie circulaire. Et puis après, il faut savoir ce qu'on met dedans. Là, en général, c'est beaucoup plus compliqué. Je m'en suis aperçu. Ça sent le vécu. Oui, ça sent le vécu. Parce que je suis aussi élu d'une collectivité territoriale et d'une métropole, Toulon-Provence-Méditerranée. La réalité, c'est que on le déclare. Les politiques adorent faire des déclarations, vous le savez bien. Et puis après, il faut avoir du concret. Et encore une fois, quand François est venu nous présenter ce projet, je me suis dit, tiens, là, on a vraiment quelque chose de concret. On a vraiment quelque chose qui va marcher. On a tous les atouts pour le réussir. C'est pas toujours le cas. Entre l'annonce politique et la réalité, vous le savez bien, là, il y a de la matière. Et c'est ça qui nous motive, c'est que non seulement... Pour la région, en tout cas, on a plus de 180 lycées. On sent bien que ce n'est pas demain qu'on va avoir fini de travailler sur ce sujet avec François. Il y a de la matière. François Bonny, agir au niveau local, au final, c'est ce qu'il y a de plus puissant, comme levier? Pardon, vous pouvez me répéter la question? Agir sur le plan local, au final, est-ce que c'est l'un des outils le plus puissant? Oui, plutôt que de se dire, tiens, je vais adopter une stratégie nationale. Là, au moins, j'imagine qu'au quotidien, c'est très concret. C'est très concret, puis on essaie de mettre en place des circuits courts. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une entreprise d'une ville, mettons de Toulon, qui va donner des ordis à un atelier de Toulon pour des élèves de Toulon, par ailleurs. Donc oui, effectivement, faire du local, c'est très bien. Et les entreprises ou les collectivités, ça ne sert à rien d'aller prendre des ordis, les amener, leur faire 300 km. Donc voilà, effectivement, pour nous, c'est plus facile. Et on est sur un travail de terrain. Et puis après, pour les autres étapes, elles sont pas forcément plus simples. Donc ça, on verra. Bon, écoutez, merci infiniment à tous les deux d'être venus nous parler de ce magnifique projet, de cette magnifique initiative dont on va reparler. On a pris rendez-vous dans un an. Alors, il y aura le 5 millième ou le 10 millième ordinateur d'ici là, j'imagine. Ça va tellement vite, ça prend tellement de l'ampleur. Oui.
Je voudrais juste adresser un petit remerciement, Je vous en prie. si vous me permettez. Donc déjà, voilà, effectivement, la région Sud, au rectorat de Nice qui nous accompagne. Et on a les 2 départements du Var et des Alpes-Maritimes. Alors particulièrement les Alpes-Maritimes, vous avez vu des photos dans l'émission au début avec le président Ginési qui est venu à une remise d'ordinateur et qui a vraiment soutenu le projet très fort. Et voilà, je les remercie parce que on a besoin aussi de ce genre de personnes pour pousser le projet. Merci à vous. François Bonny, professeur de sciences physiques, référent numérique au collège Jean Lherminier. Et on les embrasse effectivement à la Seine-sur-Mer et président de l'association Numérici-Sud. Et un grand merci à vous, Jean-Pierre Collin, d'être venu nous voir dans nos locaux de Neuilly-sur-Seine, vice-président de la région Sud en charge des finances et des partenariats de coopération. Un grand merci à tous les deux. Un grand merci à Alix. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.